Merci de m'avoir accueilli, merci de m'avoir invité. Je me sens vraiment plus que touché d'être parmi vous. Aujourd'hui, je vais vous parler de ce qu'on pourrait appeler la problématique de la radicalisation, du djihadisme, qui sont une forme d'extrémisme, mais qui n'épuise pas la multiplicité des formes de l'extrémisme. Mais je me concentre dessus tout simplement parce que, si vous voulez, en termes d'occurrence, l'extrémisme djihadiste est quand même de loin le plus important pour ce qui est de son impact sur la société, pour ce qui est de sa violence, mais aussi pour ce qu'on pourrait appeler son caractère transnational. À ma connaissance, le seul sous-continent qui encore échappe à l'emprise du djihadisme, c'est le sous-continent latino-américain. Pour ce qui est du reste, un peu partout dans le monde, vous avez des problèmes liés à la version extrémiste de l'islam, qui n'est pas l'islam, mais qui est une version parmi d'autres. Et par conséquent, dès le début, j'insiste sur le fait qu'il ne s'agit pas de l'islam, mais qu'il s'agit d'une forme de religiosité se réclamant de l'islam et qui est fortement minoritaire parmi les musulmans dans le monde entier. Mais son efficacité redoutable, si vous voulez, est liée non pas au nombre de ses adeptes, mais au caractère destructif, si vous voulez, de son action. Et par conséquent, cela pose aussi la question quantitative dans les sociétés modernes. Quand, par exemple, les frères Kouachi et Koulibaly ont tué 17 personnes en janvier 2015, si vous voulez, ce n'était pas 17 personnes quantitativement qui faisaient problème, mais c'était un phénomène lié à ce qu'on pourrait appeler vivre ensemble. Donc des fondements symboliques du vivre ensemble qui étaient remis en cause. Et donc ce n'est pas le nombre qui compte, mais c'est plutôt la signification symbolique de ces phénomènes qui sont de loin plus importantes que le nombre. Sinon, 17 personnes, si vous voulez, en soi, ça fait 17 innocents de trop, mais en même temps, ce n'est pas un nombre catastrophique pour la société. Par contre, l'impact a été catastrophique, l'impact a été quand même tragique, dans la mesure où ça remettait en cause un certain nombre de valeurs sur lesquelles il y a un très large consensus dans la société, à savoir les valeurs de liberté de parole, les valeurs liées à ce qu'on pourrait appeler libre expression de soi, et surtout le fait qu'on s'interdise de faire justice soi-même, c'est-à-dire punir l'autre soi-même sans passer par ce qu'on pourrait appeler une institution habilitée à le faire, à savoir la justice. De même, pour ce qui est de 13 novembre, on sait très bien qu'il y a eu 130 morts de trop, 130 jeunes pour la plupart qui sont morts de manière profondément inique, mais encore une fois, l'impact n'a pas été 130 morts, ça a été 130 000 morts, parce que cela remet en cause les valeurs fondamentales du vivre ensemble. Et c'est ça qui est fondamental dans les sociétés. Je veux dire, ce n'est pas seulement la dimension statistique, mais la dimension qualitative, le sens que l'on accorde à un événement qui est fondamental, au moins autant que la dimension quantitative comme telle. Alors, le phénomène du djihadisme, si vous voulez, en Europe, et notamment en France, commence sous la forme systématique qu'on lui reconnaît à partir des années 90. En France, le premier cas où les attentats ont réussi à mettre à mort une dizaine de personnes et à blesser plusieurs dizaines, ça a été le cas Kelkal. Khaled Kelkal, si vous voulez, Khaled Kelkal a été un cas important en 1995 et c'est la première occurrence, si vous voulez, de ce qu'on pourrait appeler les djihadistes maison, c'est-à-dire un jeune qui a été scolarisé et éduqué en France et qui se tourne contre la société et exerce une violence inouïe contre l'ordre social comme tel.
Ensuite, pendant presque 17 ans, on a eu la paix sociale, non pas parce que les tentatives ont manqué, mais parce qu'elles ont été, en un sens, neutralisées à Ovo. Ça a été jusqu'en 2012, avec le phénomène Merah. Mohamed Merah, qui tue des militaires musulmans et qui, la dernière fois, un militaire musulman ne se présentant pas, il tue 3 jeunes enfants juifs et un adulte. Par la suite, c'est Mehdi Nemmouche qui, au musée juif de Bruxelles, tue 4 personnes. Et ensuite, évidemment, c'est 2015 avec les 2 événements dramatiques, si vous voulez, à savoir l'affaire Charlie Hebdo et les massacres du 13 novembre 2015. Si on regarde ces événements, il y a un trait qui traverse un peu tous ces événements, à l'exception du dernier. Jusqu'à Charlie Hebdo inclus, ceux qui perpètrent ces crimes, si vous voulez, ces attentats, sont des jeunes originaires des banlieues. Il y a un vrai problème lié à ce qu'on pourrait appeler les banlieues en France. Ailleurs, le phénomène ne se présente pas en Europe sous cette forme-là, mais il y a un certain nombre de ressemblances dont on pourra discuter par la suite. Le trait commun, par conséquent, mis à part le 13 novembre 2015, c'est que ce sont des jeunes issus des quartiers, si vous voulez, ghettoisés. C'est des exclus, ce sont des jeunes qui présentent un certain nombre de traits. Les traits, je vais les énumérer de manière très rapide parce que je n'aurai vraisemblablement pas le temps de développer toute la problématique autrement. Si vous voulez, il y a un trait qui pratiquement se retrouve parmi tous ces jeunes, à savoir une crise de la famille. Il y a une famille décapitée, une famille qui a d'énormes problèmes. Souvent, quand on étudie, si vous voulez, la problématique d'une anthropologie de la famille dans les quartiers banlieusards, on est face à ce problème massif, à savoir des familles qui se sont déstructurées, mais qui gardent ce qu'on pourrait appeler la dimension patriarcale. C'est ce que j'appelle la famille patriarcale décapitée. Le père a été marginalisé, ou il est parti au bled, ou tout simplement il a divorcé et a eu un second mariage. Bref, dans ces familles, il y a un vrai problème d'autorité du père qui se pose. Et souvent, quand le père n'est pas là, il y a comme une sorte de vide, et ce vide fait que, finalement, c'est l'autorité du grand frère qui s'exerce, et où, à la dimension morale, à la dimension mentale, se substitue ce qu'on pourrait appeler la violence physique. La violence des grands frères, si vous voulez, est un phénomène qui est assez récurrent dans un certain nombre de cas. Et il m'a été donné de l'observer, par exemple, en prison, en faisant mes travaux empiriques dans plusieurs prisons. Alors, donc, une famille qui pose problème. Par exemple, dans le cas Merah, c'est le cas le plus évident. Il y a la violence familiale entre les frères, la sœur qui se radicalise, Mohamed Merah aussi, qui devient un jeune extrêmement violent. Et donc, c'est un cas, à mon avis, symptomatique qui peut se généraliser à des degrés divers à la quasi-totalité des familles qui ont été à l'origine de l'émergence, si vous voulez, des djihadistes des banlieues. Le second trait de ces jeunes, c'est qu'il y a une vie banlieusarde et en même temps ce qu'on pourrait appeler sous-culture de la déviance. Le sentiment que de toutes les façons, toutes les portes sont fermées, qu'on n'a pas accès à ce qu'on pourrait appeler la citoyenneté normale, le refus d'avoir un mode de vie, si vous voulez, des classes populaires, la volonté
d'avoir une ascension Hiketnang maintenant, et donc le fait de jouer le jeu de la déviance. C'est-à-dire la déviance, par exemple le trafic, la violence, le vol, etc., deviennent un peu comme les ingrédients essentiels pour s'assurer une promotion sociale qui autrement vous est déniée. J'ai eu beaucoup d'entretiens dans les banlieues, dans les prisons, où vraiment ce constat était fait de manière très, très objective, à savoir, on est pauvre, on n'accepte pas de se faire exploiter comme nos parents, et on veut accéder au statut des classes moyennes. Et la déviance, en quelque sorte, devient un moyen pour accomplir cette tâche, cet idéal. Donc, il y a une sous-culture de déviance chez ces jeunes, mais qui sont des jeunes garçons. Là, il y a une différence majeure, si vous voulez, de genre qui s'introduit entre garçons et filles. Et chez les filles, il y a une spécificité qui fait qu'on ne donne pas dans la déviance pour de multiples raisons dont on pourra discuter, si vous voulez, mais que je ne pourrai pas développer en une heure, compte tenu de ce dont je vais vous parler. Alors, troisième point, c'est la récidive. Je veux dire, la quasi-totalité de ces jeunes sont passés par la prison. Il y en a un qui n'est pas passé, mais qui a eu des affaires, qui a eu des problèmes avec la justice à plusieurs reprises. Mais disons que pratiquement tous ont eu des démêlés avec la justice et l'écrasante majorité d'entre eux ont eu un séjour en prison. Et même beaucoup ont eu, si vous voulez, plusieurs séjours. Donc la prison devient l'un des lieux, si vous voulez, de passage de ces jeunes. D'ailleurs, quand on interroge les autorités carcérales, les directeurs de prison, les surveillants, ils vous disent que la fonction de la prison a changé. Maintenant, c'est devenu l'un des lieux de séjour, en quelque sorte, d'une partie importante des jeunes des quartiers disqualifiés. Et évidemment, quand ils disent les jeunes, ils entendent par là les jeunes garçons, pas les jeunes filles. Leur nombre n'est pas très important en prison, de même que le nombre des femmes n'est pas très important en prison, c'est moins de 4% en prison, la proportion des femmes par rapport aux hommes. Un autre fait qui est très important est aussi ce qu'on pourrait appeler, parmi un certain nombre de ces jeunes qui passent par la prison, une forme de situation religieuse, si vous voulez, nouvelle, à savoir comme une sorte d'illumination religieuse. Cette illumination, dans le cas de certains d'entre eux, c'est quand même une illumination djihadiste, c'est-à-dire une illumination en termes de rupture avec la société. Et cela est aussi très important parce que la plupart des temps, cette forme d'illumination qu'on pourrait appeler dans un jargon anglo-saxon born again, renaître, si vous voulez, comme tel, à la religion, se fait non pas dans un cadre islamique, mais dans un cadre totalement désislamisé. Il faut comprendre que la plupart de ces jeunes qui se réclament de l'islam en prison ou même dans les banlieues ont une connaissance extrêmement rudimentaire, sinon quasiment nulle, de l'islam. Ils sont totalement désislamisés. Et moi, j'ai eu plusieurs entretiens avec ces jeunes qui me disaient, en prison, dans l'islam, ce qui m'intéresse, c'est le djihad. En d'autres termes, c'est moins la religion que cette légitimation de la violence vis-à-vis de la société qui les intéresse. À l'origine, chez ces jeunes de banlieue, si vous voulez, le djihadisme n'est pas le fait de renouer avec la religion, mais de légitimer leur haine de la société. C'est la sacralisation de la haine, comme je l'ai appelé. Quand je dis la haine, d'ailleurs, eux-mêmes, ils parlent avoir la haine, qui a un champ sémantique différent, si vous voulez, de la notion de la haine qu'on utilise normalement. Quand on dit j'ai la haine de quelque chose, si vous voulez, ça s'adresse à un objet spécifique ou à un groupe spécifique. Mais avoir la haine signifie
avoir la haine de la totalité sociale, sentiment d'être totalement victime d'une société qui vous a traité injustement, et par conséquent le sentiment que dans cette société, il n'y a que la violence qui peut être le cadre général d'un rapport avec autrui. Et cette violence peut se décliner en termes individuels, et là, ça devient la déviance, c'est-à-dire le fait de vouloir tirer son épingle du jeu dans une société où on n'a pas le choix, ou tel est le vécu subjectif qu'ils ont, et ce que j'appelle, moi, la victimisation, à savoir le sentiment que les portes sont fermées, et toutes les portes sont fermées. Comme je le disais à nos amis, en fait, dans la société française, comme dans nombre de sociétés européennes, il y a un certain nombre de préjugés contre ces jeunes. Indéniablement, si vous avez un nom de consonance arabe, vos chances d'emploi à qualification égale s'amenuisent. On a des travaux maintenant assez précis qui montrent que c'est entre 3 et 5 fois de moins que si vous aviez, par exemple, un nom latin. Si vous vous appelez Robert ou si vous appelez Mohamed, les chances d'embauche ne sont pas identiques, à qualification égale. Et nous avons des travaux empiriques qui le montrent assez pertinemment. Mais précisément, même une chance sur 3 ou une chance sur 4, ça veut dire qu'il y a entre 25 et 30% de chances de réussite. Et par conséquent, il n'est pas vrai que toutes les portes sont fermées. Donc il y a comme une dimension paranoïaque qui s'ajoute à leur vécu et qui fait qu'ils ont un désespoir très profond dans leur rapport à la société. Ils n'ont pas le sentiment que la société leur ouvre les portes. C'est plutôt l'inverse. La société leur ferme les portes. Et par conséquent, la violence, que ce soit dans le trafic, que ce soit le vol, que ce soit d'autres formes de déviance, leur paraît être légitime. C'est en un sens la riposte à une injustice profonde qui leur a été faite et qui, historiquement pour eux, se projette aussi sur leur famille, à savoir colonisation, décolonisation, d'où cette espèce d'abcès, si vous voulez, lié à la colonisation et la décolonisation qui continue sur le plan imaginaire à avoir une certaine pertinence dans leur vécu. Cette violence, tant qu'elle est, si vous voulez, sur le plan purement individuel, se transcrit dans une forme d'agressivité chez les jeunes garçons. Encore une fois, la différence avec les filles est énorme. C'est pour cette raison que si on veut trouver une médiation, à mon avis, il faut se servir des filles et des femmes afin de renouer le dialogue avec une partie de ces jeunes. Il y a une anthropologie de la médiation qui est à mettre en place et où les femmes devraient jouer un rôle fondamental, d'origine maghrébine ou d'origine sociale populaire. Alors, violence qui se décline, si vous voulez, en termes individuels, et dès lors, c'est la déviance, c'est toutes les formes d'illégalité. Mais alors, cette violence, si elle se transcrit sur le registre du sacré, il devient le djihadisme. Mais à l'origine, si vous voulez, le facteur religieux a une importance secondaire. Mais une fois on s'est lancé dans cette forme de religiosité, le facteur religieux devient important. Je veux dire, au départ, ce n'est pas la religion qui est fondamentale. Mais par contre, une fois qu'on se lance dedans, une fois qu'on devient adepte de cette version extrémiste de religion, il est évident qu'il va y avoir une dimension purement islamique qui s'introduit. Mais islamique dans le sens d'une interprétation extrémiste de l'islam. Plusieurs fois, moi, j'ai vu ces jeunes, si vous voulez, dans les banlieues, mais aussi en prison, qui, au début, par dépit contre la société, par la haine et la hargne contre la société, épousaient cette attitude de défiance, de rejet, à partir de la glorification
du djihad, mais par la suite, ils les approfondissent, c'est-à-dire que le religieux devient un élément structurant de leur identité à partir de cette préorientation qu'on lui a imposée. Préorientation violente, préorientation qui justifie en quelque sorte la rupture avec la société et le recours à la violence. Je vous donne un exemple. Par exemple, ces jeunes, une fois impliqués dans cette forme de religiosité, essaient de lire les livres religieux et essaient de lire le Coran. Évidemment, ils ne lisent pas l'arabe, ils lisent les traductions françaises. Or, ce qu'ils lisent dans ces livres, si vous voulez, dans le Coran, par exemple, c'est surtout les sourates qui sont liées à la violence, surtout ce qu'on appelle les sourates médinoises, pas mécoises. Parce qu'il y a deux types de sourates en théorie, si vous voulez, à la Mecque et à la Médine. Et les sourates médinoises sont beaucoup plus violentes que les sourates mécoises. Dans les sourates mécoises, vous avez vraiment l'éloge de la tolérance. Il y a énormément de choses qu'on pourrait vraiment utiliser comme leitmotiv pour un humanisme du XXIe siècle. Par contre, dans les sourates médinoises, vous avez quelquefois des versets qui sont d'une très grande violence. Eux, ils privilégient surtout cette dimension-là. Donc, c'est une sorte de lecture préorientée du texte sacré qui, en un sens, les inspire. Ce qui les inspire dans le Coran, ce n'est pas la totalité, mais c'est les parties qui justifient en quelque sorte la violence qu'ils ressentent à l'égard de la société. Enfin, il y a une autre dimension dans leur parcours, c'est ce que j'appelle le voyage initiatique chez ces jeunes de banlieue. Si on regarde ceux qui ont perpétré ces attentats, on voit bien que, mis à part un cas, à ma connaissance, c'était Koulibaly, si mes souvenirs sont exacts, les autres sont passés, si vous voulez, par le voyage initiatique dans un pays où sévit le djihadisme. Par exemple, Kelkal est allé en Algérie, c'était au moment où il y avait la guerre civile, et où la GIA, le GIA, groupe islamique armé, sévissait. Il y a eu quand même une violence énorme en Algérie pendant 10 ans, et en partie liée à l'armée, en grande partie liée aux djihadistes. Il y a eu quand même aux alentours de 200 000 morts. Hein. Donc une guerre civile qui a été très traumatisante pour les générations d'après. Alors, Kelkal est allé là, et il s'est radicalisé là. Il est revenu, évidemment, et après il a fait les attentats dont on connaît le caractère meurtrier. Si on prend Merah est allé en Turquie, de là il est allé au Pakistan, il est allé, dit-on, en Syrie, mais il est sûr qu'il est parti dans ces voyages-là. Mehdi Nemmouche aussi, il est allé en Syrie. Les frères Kouachi sont allés au Yémen. C'est Anwar al-Awlaki qui était le yéméno-américain, si vous voulez, djihadiste, qui avait lancé la revue Inspire en anglais, qui a vraiment une influence énorme sur la jeunesse anglo-saxonne d'expression anglaise. C'est lui qui avait financé le voyage des frères Kouachi au Yémen. Si on continue, on voit bien que les liens sont, même le 13 novembre, il y en a beaucoup qui sont allés en Syrie. Donc le voyage initiatique, dans l'écrasante majorité des cas, joue un rôle fondamental. Il joue un rôle d'abord dans la dénationalisation de l'individu, c'est-à-dire là ils deviennent islamistes radicaux, cruauté, violence, maniement des armes, apprentissage, si vous voulez, de la fabrication des explosifs, bref, extrêmement dangereux.
Et surtout, ils apprennent à se désidentifier de leur intériorité, de leur subjectivité, si vous voulez, nationale d'origine. Par exemple, ils sont nés en France, et bien ils vont là, ils deviennent islamistes radicaux, et la France devient la terre d'hérésie, et par conséquent, ils n'hésiteront pas à tuer des Français au nom de cette version extrémiste de la foi. Donc ça, c'est un peu ce qu'on pourrait appeler le portrait diversifié des djihadistes d'origine banlieusarde. À partir de 2013, l'Europe s'est trouvée face à un phénomène nouveau dont on n'a pas maîtrisé malheureusement pas les ressorts, à savoir la guerre civile en Syrie. Cette guerre civile en Syrie, on aurait pu penser qu'il s'agissait d'un phénomène lié au Moyen-Orient, cette partie du monde, Maghreb, Mashrek, etc., et que ça n'avait pas d'impact sur l'Europe. Eh bien, si. C'est un phénomène transnational, et la conséquence a été le départ de plusieurs milliers d'Européens vers le théâtre syrien. On avance le chiffre de 5 à 6 000, et s'il n'y avait pas eu les mesures restrictives dans les pays européens, notamment en France avec le téléphone vert, pour empêcher les jeunes de partir, eh bien, leur nombre aurait augmenté beaucoup plus, et on aurait vraisemblablement eu plusieurs milliers de plus que les 5 000. Alors, l'Europe était habituée, si vous voulez, à ce qu'on pourrait appeler la radicalisation et les formes d'extrémisme de quelques centaines d'individus. Là, on est face à plusieurs milliers. Donc, il y a un changement d'abord quantitatif. Un changement quantitatif dont les appareils de sécurité en Europe, malheureusement, ne sont pas capables de maîtriser les ressorts. On a des appareils, par exemple en France, qui sont très efficaces pour quelques centaines d'individus radicalisés. Mais quand il s'agit de plus d'un millier, ça pose un problème. Et on est dans Schengen, et par conséquent, il y en a qui peuvent passer, si vous voulez, d'autres pays en France. Puis d'autre part, on a eu entre 3 et 5 000 Tunisiens qui sont allés, par exemple, en Syrie. Et parmi eux, il y en a une partie qui pourront accéder à l'Europe. Et là aussi, vous voyez le caractère transnational. Cela s'ajoute aussi au nombre de personnes qui peuvent exercer la violence en Europe, et en particulier en France. Par conséquent, 2013, c'est vraiment une césure. Et moi, dans le temps, j'avais fait plusieurs interviews où j'attirais l'attention sur ces phénomènes. Mais vous savez, les sociologues sont des prophètes qu'on n'écoute pas. Ils croient être prophètes, mais en fait, ils ne le sont pas. C'est peut-être pour la raison pour laquelle on ne les écoute pas. Mais quelquefois, même quand ils ont raison, on ne les écoute pas. Alors, parce que la société a d'autres chats à fouetter, vous savez, il ne faut pas exagérer. Cela étant, 2013 a été quand même une date fatidique. On aurait pu faire en sorte qu'il y ait beaucoup moins de jeunes qui partent si on avait mis en place les dispositifs qui existent actuellement. Eh bien non, on les a mis en place fin 2014. Par conséquent, plusieurs milliers sont allés. Et quand je dis plusieurs milliers, vous vous rendez bien compte que l'impact n'est pas identique à une centaine ou à 200. Pour ce qui est de l'épisode afghan, par exemple, il y avait à peine quelques centaines d'Européens. Or, maintenant, on a plusieurs milliers. Et comment gérer cette situation, cela pose un vrai problème. 2013 est aussi une autre date charnière parce que c'est le moment où l'intérieur et l'extérieur se transforment. Un jeune qui part en Syrie, il part dans un pays étranger, mais là, il fait l'apprentissage du djihadisme et de retour, il sera peut-être une machine à tuer. Pas tous, parce qu'il y en a une partie qui vont renoncer, il y en a une partie
qui seront saisis de doutes. Et là, on reviendra sur une catégorisation de ces jeunes qui reviennent, si vous me posez des questions. Mais cela étant, le danger qui guette la société civile est là. Des jeunes qui reviennent et qui sont jeunes pose problème. Alors, 2013 est aussi une date charnière pour d'autres raisons. D'abord, la diversification de ce qu'on pourrait appeler le profil djihadiste. Jusqu'à cette date, c'était surtout des jeunes, si vous voulez, désaffiliés des banlieues, des jeunes garçons qui avaient la haine de la société et un certain nombre d'autres traits que j'ai brossés sommairement. À partir de cette date, la diversification atteint quasiment la totalité du tissu social. Changement d'abord, en termes de classe sociale. On a beaucoup de jeunes de classe moyenne qui partent. Avant, c'était l'écrasante majorité des jeunes de banlieue, avec quelques membres de classe moyenne, mais qui étaient vraiment une infime minorité. Maintenant, si vous voulez, ça atteint des proportions qui peuvent aller jusqu'à 30%. Second point, la diversification par l'âge. Avant, c'était des jeunes adultes, 19, 20 ans, jusqu'à 30, 35 ans. Et bien maintenant, on a des jeunes adolescents et post-adolescents de 12 à 17 ans, et qui forment peut-être jusqu'à 20% des départs. Et adolescents et post-adolescents posent un vrai problème, sur lequel je reviendrai. Troisième changement profond, c'est le fait qu'on a des convertis dont la proportion est beaucoup plus importante que par le passé. Avant, on avait, si vous voulez, quelques cas de convertis, mais c'était peu nombreux. Maintenant, ça fait quand même nombre, et ça fait peut-être 20%. Un autre fait majeur, encore une fois en rupture avec le passé, c'est la djihadisation des jeunes filles. On pense que sur les 5000 qui sont partis et qui sont là-bas, il y a plus de 600 qui sont des femmes et des filles. Donc plus de 10%, 15%, aux alentours de 15%, on pense. Et là, c'est un phénomène tout à fait nouveau. Je veux dire, avant, il y avait quelques femmes djihadistes d'origine européenne ou d'origine banlieusarde, mais leur nombre était extrêmement marginal, infinitésimal. Or, maintenant, la proportion est importante. Si on fait le compte de tous ces phénomènes, on voit bien la rupture qui s'est introduite à partir de 2013. C'est vraiment un moment fondamental dans ce qu'on pourrait appeler la mutation du paysage djihadiste. Et cette mutation touche toutes les catégories sociales. Est-ce que les motivations sont les mêmes? Non. J'ai fait un certain nombre d'études, d'entretiens, d'observations. Les motivations ne sont pas les mêmes. Les intentionnalités ne sont pas les mêmes. Mais les conséquences sont les mêmes. Une fois qu'elles sont en Syrie ou en Irak, quelquefois, très rarement au Mali ou au Yémen, là, ils se djihadisent. Ils subissent souvent des cours d'idéologie et après un certain temps, il y en a qui finissent par s'identifier totalement à ce phénomène. D'autres s'en dégoûtent, mais il y en a aussi qui meurent. Une bonne partie, peut-être plus du tiers, qui va mourir sous l'effet des bombardements, de la lutte contre l'armée d'Assad, mais aussi les drones américains, les bombardements anglais, français ou autres. Bref, il y a quand même un taux élevé de morts chez ces jeunes. Alors, il faut donc prendre conscience du fait qu'on est face à un nouveau type de problème et que ce problème, que ce soit quantitativement ou que ce soit sur le plan de l'origine sociale des individus impliqués, revêt des dimensions totalement nouvelles.
Par conséquent, si on veut trouver des solutions par la suite, ce qu'on appelle la déradicalisation dans le jargon des spécialistes ou le désendoctrinement, il faudra imaginer une pluralité de scénarios. Un seul type ne suffira pas. Alors, j'aimerais bien attirer l'attention sur une catégorie très importante de ces jeunes qui sont partis et dont plusieurs, depuis la fin de 2014, ont été empêchés de partir, c'est les adolescents et les post-adolescents. Des jeunes garçons et filles de 12 à 17 ans, et dont une bonne partie des classes moyennes. Qu'est-ce qui se passe dans leur tête pour qu'ils acceptent de prendre le billet d'avion, souvent à l'insu des parents, et de tenter de partir? Pour comprendre les adolescents et les post-adolescents, il est fondamental de procéder à une analyse de l'anthropologie de la famille moderne. Je veux dire, ces phénomènes ne tombent pas du ciel. Ce sont des jeunes souvent immatures. Encore une fois, on a plusieurs cas qui commencent à 12 ans, beaucoup, une grande partie, 15 ans, jusqu'à 17 ans. Donc, il y a un problème d'anthropologie de la famille moderne qui est important. Dans le cas des familles de banlieue, j'ai parlé de la famille patriarcale décapitée. Dans le cas des familles de classe moyenne, il s'agit de familles souvent recomposées et où le problème de l'autorité est entier. Il ne s'agit absolument pas d'avoir la nostalgie de la famille patriarcale, de revenir à l'autorité patriarcale, penser qu'il faudra refaire le chemin, si vous voulez, à l'inverse de ce qui s'est passé, ce serait totalement irréaliste. Je ne suis pas du tout de ceux qui pensent qu'il faille revenir à la famille patriarcale. Mais je pense que la famille moderne, recomposée avec la démultiplication de la figure du père, de la mère, des personnes détenteurs d'autorité, ouvre des espaces tels un gruyère, avec des trous, gruyère français, pas gruyère suisse. Le gruyère suisse, si vous voulez, c'est très compact. Le gruyère français, si vous voulez, il y a des trous. Ces trous-là sont là où on voit bien comment les enfants, les adolescents et les post-adolescents, si vous voulez, s'insèrent parce qu'il n'y a pas d'autorité. Encore une fois, il ne s'agit absolument pas de vouloir changer la structure de la famille, ce qui serait naïf d'ailleurs, mais de réfléchir ensemble sur des modalités de reconstruction d'une autorité qui ne soit pas aussi répressive que celle de la famille patriarcale, mais qui ne soit pas aussi relâchée que celle qui permet, autorise à un certain nombre de jeunes filles et garçons de jouer sur cette vacuité pour construire un projet alternatif qui met en danger leur vie et qui aussi met en danger la vie des autres. Dans ce phénomène, évidemment, il y a quelques dimensions que je noterai de manière très sommaire. Il y a d'abord l'évolution du statut de l'enfant. Si vous voulez, l'enfant, depuis 30 ans, a acquis un statut de préadulte. Il y a beaucoup de droits nouveaux qu'un enfant possède et dont il ne disposait pas auparavant. En second lieu, c'est l'intimisme dans la famille. Je veux dire, la figure transcendante et normative du père et d'une autre façon de la mère, cette figure-là a été remise en cause. On est dans des familles qu'on pourrait appeler à autorité immanente. Je veux dire, on est dans des rapports d'autorité où le père ou la mère deviennent, dans l'adolescence et la post-adolescence, plutôt des figures de grands frères ou de grandes sœurs, beaucoup plus que de mère ou de père, si vous voulez, à autorité avérée.
En troisième lieu, c'est une génération où s'ouvre un espace techno-affectif qui est, dirais-je, étranger aux parents. Et ça, c'est l'Internet. Pour ces adolescents qui, dès leur plus tendre enfance, ont été mêlés à cette technologie numérique, il y a comme une sorte de développement de l'Internet comme étant une extension de leur corps. Ils manient Internet et les réseaux sociaux et tous les jeux de manière telle que leur complicité, si vous voulez, se construit de manière beaucoup plus approfondie que chez les parents. Chez les parents, c'est un acquis. Et ils sont toujours en retard sur leurs enfants. C'est la première fois qu'on voit cette espèce de retard structurel en relation avec une technologie qui n'est pas purement externaliste, mais qui touche à ce qu'on pourrait appeler la structure affective. Je me souviens, quand j'étais très jeune, en France, il y avait en mathématiques le groupe Bourbaki. C'est ce groupe qui a innové les mathématiques, qui a refondu les mathématiques. Et je me souviens, les parents étaient un peu démunis devant les symboles des mathématiques modernes. Eh bien, c'était quand même un domaine qui ne touchait pas à l'affectivité, puisque c'était les mathématiques, un instrument, etc. Or, maintenant, l'Internet, les réseaux sociaux et tous ces phénomènes-là, eh bien, ça touche l'affectivité et surtout, ça ouvre un espace immense qui n'est absolument pas comparable aux mathématiques modernes, par exemple, où les parents étaient inférieurs aux enfants. C'est un phénomène qui fait que l'autonomie des adolescents et des post-adolescentes vis-à-vis des parents s'accroît énormément. Les familles modernes sont des familles effusives, c'est-à-dire des familles où les relations posent un problème en termes de normativité. En même temps, c'est des domaines où cela ouvre un espace d'altérité pour les enfants. J'ai un cas quand même très intéressant, une jeune fille qui voulait partir en Syrie, qui avait 14 ans, et qui avait fait une lettre qu'il avait mise sous l'édredon pour son père, et qui disait « je pars ». Et après, bon, heureusement, on l'a empêché de partir à l'aéroport, mais de retour, on lui a dit « mais pourquoi tu n'as pas parlé à ton père ?» puisque c'était une famille, si vous voulez, séparée. C'est le père qui gardait l'enfant. Alors il a répondu « je ne voulais pas le blesser ». Comme si le fait de mettre une lettre et de partir blessait moins le père que si on était face au père. Je veux dire, les relations effusives font qu'un certain nombre d'occultations se produisent et un certain nombre d'effets qui ne sont pas toujours dans le sens de la communication. L'effusivité peut signifier aussi la remise en cause d'une certaine forme de communication, par peur, par crainte de blesser, par volonté de ne pas trop déplaire au père, à la mère, etc. Donc il y a un vrai problème d'anthropologie de la famille. Le fait que des jeunes partent n'est pas uniquement un phénomène externe, c'est un phénomène interne. D'autant plus que ce phénomène du djihadisme de ces jeunes adolescents et post-adolescents n'est pas tellement fondé sur l'idéologie. Autant l'idéologie de l'islamisme radical peut jouer chez les adultes comme étant un substitut à ce qu'on pourrait appeler les idéologies politiques en déclin en Europe et notamment en France, autant chez les jeunes qui ont 12, 13, 14, 15 ans, si vous voulez, la dimension idéologique leur échappe. C'est plutôt l'affectivisation du religieux qui intervient, et cette affectivisation est liée, qu'on le veuille ou non, à leur modalité de gestion de ces affects dans la famille, avec les copains, avec les copines. D'ailleurs, on sait très bien l'influence des copains et des copines pour ce qui est des adolescents. Une fois qu'une copine est partie en Syrie, il envoie par Twitter, par SMS, par Facebook, par d'autres moyens, des appels aux jeunes filles qui sont ses copines pour qu'elles reviennent,
qu'ils viennent en Syrie. Et là, on a des cas comme ça. D'ailleurs, dans une école en Angleterre, on a eu quelques cas de filles qui sont parties. Et la solution qu'ils ont optée, ça a été d'annuler tout le passeport des filles qui étaient à l'école momentanément pour qu'elles ne puissent pas partir. Donc, ces phénomènes d'émulation, d'imitation, de copinage comptent énormément dans l'affectivité de ces jeunes. Et la construction de cet espace de manipulation par l'État islamique Daesh est fondamentale. Mais ça marche parce que précisément, il y a un ancrage dans ce qu'on pourrait appeler les assises subjectives de cette jeunesse adolescente et post-adolescente. Je ne vais pas m'étendre trop là-dessus parce que le temps nous est compté. Alors, il y a aussi le phénomène qu'on pourrait qualifier de des jeunes adultes. Autant les jeunes des banlieues, si vous voulez, justifient, légitiment leur religiosité djihadiste à partir de la haine de la société, autant chez les jeunes de classe moyenne, ce phénomène n'existe pas sous cette forme-là. C'est plutôt la transcription de ce qu'on pourrait appeler un humanitarisme moderne qui se décline selon des lignes de force différentes de ce que nous, on entend par l'humanitaire. D'habitude, nous, l'humanitaire, nous le définissons par le refus de la violence, c'est-à-dire venir en aide aux victimes des violences, des guerres et de toutes sortes de situations dangereuses où sont impliqués un certain nombre de victimes. Eh bien, dans la perspective de ces jeunes, l'humanitaire n'est pas exclusive d'une action dans le sens, si vous voulez, de la répression de ceux qui sont illégitimes. Il y a une dimension indignation, une dimension sentiment total d'injustice, ce qui est vrai. Dans le cas syrien, il y a quand même plusieurs millions de gens qui ont été déplacés, plusieurs centaines de milliers qui ont trouvé la mort, et une situation désespérée d'une société quand même vouée à ce qu'on pourrait appeler aux aléas de la géopolitique moderne. Donc, sentiment d'indignation, sentiment qu'il faut faire quelque chose, et d'ailleurs ce transfert ce qu'on pourrait appeler de l'humanitaire vers le djihadisme est un phénomène qui n'est pas aussi récent qu'on ne le pense. Déjà dans le groupe de Roubaix, dans les début des années 90, on avait ce phénomène. Louis Dumont et son copain qui était converti sont partis en Bosnie, si mes souvenirs sont exacts, et là, ils ont voulu faire de l'humanitaire, ensuite ils sont transformés en djihadistes. Donc, la frontière entre l'humanitaire et l'action violente, si vous voulez, est quelquefois ténue pour un certain nombre de groupes. Et chez ces jeunes, il y a aussi un phénomène qui est lié, jeunes de classe moyenne, à ce qu'on pourrait appeler la disparition des utopies politiques. Si on regarde jusque dans les années 1980-90 en France, on voit bien qu'il y a quand même deux types d'utopies politiques structurantes. Il y a d'abord ce qu'on pourrait appeler le socialisme, pour certains le communisme jusqu'à l'écroulement du mur de Berlin, et d'autre part le républicanisme. Ces phénomènes n'étaient pas uniquement des idéologies, c'était aussi des formes de construction de sacré immanent. Je veux dire, à la limite, les sociétés se sécularisent, mais en même temps, ils ont besoin de sacré. Or, le sacré, en France, c'était quand même le sacré républicain, à savoir la construction d'une société qui, par la fraternité, arrive à conjoindre plus ou moins harmonieusement liberté et égalité. C'est ça, cette utopie qui a été aussi l'expression d'un vivre ensemble. De même, le socialisme et le communisme, on a parlé de la fonction tribunicienne du Parti communiste en France, en Italie et même dans quelques autres pays européens, c'était fondamental. Le communisme était aussi
une manière de conjoindre la dignité des pauvres, des ouvriers, à une tâche à construire dans l'avenir, à savoir le primat de la classe ouvrière sur les usurpateurs, sur la bourgeoisie, sur les riches. Bref, il y avait un certain nombre d'utopies qui donnaient sens à la vie et au vivre ensemble. En épousant l'utopie républicaine ou l'utopie socialiste, on pouvait être digne dans la pauvreté. Je veux dire, on était pauvre, mais il y avait d'abord la solidarité ouvrière, solidarité liée aux syndicats ouvriers, aux partis politiques socialistes ou ouvriers. Bref, le vivre ensemble revêtait une signification qui transcendait la pauvreté. On transcrivait le langage de la pauvreté dans celui de l'exploitation. Finalement, je suis pauvre, non pas parce que je suis indigne, mais parce qu'on m'exploite. Donc, dans ce registre-là, on pouvait construire un vivre ensemble qui pouvait se dispenser de Dieu et de toutes les formes sacrées transcendantes. Ces utopies-là ont disparu. Et à cela s'ajoute un autre phénomène qui me paraît tout aussi fondamental, c'est le fait que les classes moyennes en Europe, et notamment en France, vivent pour la première fois la perspective de la menace du déclassement. Jusqu'à il y a encore une dizaine d'années, quinzaine d'années, cet idéal ou cette idée ou cette vision prévalait que les enfants des classes moyennes auraient une vie meilleure que leurs parents. C'est-à-dire qu'il y aurait une promotion sociale, que l'échelle sociale marchait, que l'ascension sociale avait une signification. Maintenant, on est dans une situation où le sentiment que les enfants vont vivre mieux que les parents est remis en cause, et même, en plus, la crainte, la peur que les enfants aient une vie, en un sens, prolétarisée par rapport au statut de classe moyenne des parents. Je veux dire, c'est la première génération qui, de manière systématique, craint l'avenir. L'avenir n'est plus porteur de sens, mais en un sens traversé par de multiples menaces. Et c'est cela qui fait un vrai problème. Donc, disparition des utopies politiques immanentes, c'est-à-dire qui donnent un sens au vivre ensemble sans avoir besoin d'une transcendance quelconque, sentiment que la vie de classe moyenne telle qu'elle avait été structurée par plusieurs générations est remise en cause et qu'on peut avoir ces enfants qui auront un niveau de vie inférieur à celui des parents. Et donc qui peuvent être déclassés, qui peuvent être prolétarisés, qui peuvent être réduits au chômage. Bref, cette nouvelle crainte qui remet en cause le statut même de ce qu'on pourrait appeler les classes moyennes. À partir de là, évidemment, il y a aussi ce qu'on pourrait appeler la construction d'une promotion, cette fois-ci en termes héroïques. Chez de nombreux jeunes que j'ai pu analyser, ce qui est extraordinaire, c'est qu'ils pensent qu'en partant là-bas, ils deviendront des héros. Ils pourront réaliser ce qui, ici, devient, si vous voulez, inatteint, inaccessible. En un sens, l'épisode syrien est celui où on se réalise comme quelqu'un qui se rehausse au-dessus des autres, qui devient quelqu'un, un chevalier de la foi, quelqu'un d'héroïque, susceptible d'accomplir un certain nombre d'actes qui lui sont interdits ici. Chez certains jeunes adolescents et post-adolescents, l'immersion dans cet univers de guerre est une sorte de rite de passage.
il réalise ce qu'on pourrait appeler le passage à l'âge adulte. Ici, les psychanalystes vous le diront, il y a comme le sentiment qu'il y a projection de l'adolescence attardée jusqu'à l'âge de 25 ans quelquefois. Par conséquent, la construction de soi par l'héroïsme, par la guerre, par les vertus chevaleresques revêt un sens. Et c'est dans cet imaginaire que se construit, si vous voulez, l'idéal du guerrier djihadiste de classe moyenne, qu'exploite par ailleurs Daesh, puisque quand on regarde les séquences filmées de Daesh pour attirer ces jeunes, ce sont des séquences qui ont été faites par d'autres Européens. Ils n'ont pas été faites par des Syriens. Et ils utilisent les ressorts de la subjectivité de ces jeunes, ils mettent vraiment en branle leur sentiment d'autoréalisation, d'auto-accomplissement par la guerre, l'héroïsme, l'implication, bref, le fait qu'ils doivent, en un sens, devenir quelqu'un. Chez des jeunes de classe moyenne, en grande partie en Europe, il y a ce sentiment de frustration profonde qu'on ne sera pas quelqu'un. Et dans la grisaille où on est plongé, si vous voulez, l'autoréalisation, l'auto-accomplissement devient quasiment dérisoire. Un autre fait se surajoute à cela, et c'est l'inversion de ce qu'on pourrait appeler l'inversion des desiderata, des aspirations. Je compare avec mai 68. Mai 68, c'était, pour ceux d'entre vous qui ne sont pas très nombreux, mais qui l'ont vécu, puisque bon nombre d'entre vous sont quand même post-68ards, c'était « faites l'amour, pas la guerre ». Et bien maintenant, on peut dire « faites la guerre », pas l'amour. L'amour doit être encadré par des normes répressives. De même, on le sait, ceux qui allaient, par exemple, des voyages, c'était avant l'invasion de l'Afghanistan par l'Union soviétique en 1979, il y avait des jeunes qui allaient en Afghanistan, à Katmandou, pour fumer du shit, pour faire l'amour, pour faire la bringue, quelquefois même pour se frotter à des formes de spiritualité en termes d'ashram ou d'autres. Bon. Mais tout cela s'inscrivait dans une attitude anti-patriarcale, féministe, anti-institution, et surtout l'affirmation de soi en rupture avec la hiérarchie sociale. Or, maintenant, c'est exactement l'inverse. Il y a comme une fatigue d'être trop libre. Pas libre au sens fort du terme, mais libre comme étant le poids d'une liberté qu'on doit porter sur ses frêles dos, dans sa tête, et qui est très difficile à porter. Je veux dire, c'est une liberté quasiment sans emploi. En imitant Boétie, je dirais, c'est l'éloge de la servitude volontaire. Il y a comme une fatigue de ces formes d'émancipation, d'amour libre, d'attitude anti-guerrière, de volonté d'être quelqu'un sans être dérangé par les normes. Bref, plus les normes sont répressives, plus leur attraction s'accroît. Il y a quelque chose dans ces normes répressives qui est fondamental dans la psyché d'un certain nombre, de plusieurs de ces jeunes, qui fait que, par exemple, la répression devient signe d'insertion dans le monde. Cette distorsion de la subjectivité est fondamentale, et moi je crois qu'on ne peut l'analyser et la comprendre que si on contextualise ces phénomènes-là. Une part majeure de l'attrait de Daesh, ou par exemple avant, mais de manière beaucoup plus épisodique, d'Al-Qaïda,
tient à cette normativité expressive, dont la fascination s'accroît au prorata de son caractère prohibitif. L'interdit devient en quelque sorte signe de réalisation de soi. Et interdire aux autres devient encore plus alléchant. Je veux dire, le chevalier de la foi interdit aux autres et surtout condamne les autres. Et là aussi, c'est une inversion fondamentale, notamment chez les jeunes de banlieue. Avant, on leur interdisait, si vous voulez, de faire ceci ou cela, et maintenant, c'est eux qui interdisent à la société de faire ceci ou cela. Avant, on les condamnait, on jugeait, on les condamnait à la prison, et maintenant, c'est eux qui jugent et condamnent les autres. Avant, il y avait le sentiment d'insignifiance ou d'indignité, et maintenant, ils deviennent des héros négatifs. C'est ce que j'ai appelé le héros négatif. C'est-à-dire, par exemple, Mera est devenu quelqu'un de mondialement connu. Nemouche aussi. Il portait d'ailleurs une caméra qui prenait vraiment les séquences filmées de ses meurtres. Il y a un rapport narcissique à ce qu'on pourrait appeler l'affirmation de soi dans un horizon d'adversité qui est fondamental. Cet horizon d'adversité, c'est la société occidentale. Mais cet horizon d'adversité est aussi ce qui donne sens à ce qu'on pourrait appeler le rapport à la dignité de soi retrouvée. Avant, ces jeunes avaient le sentiment qu'on les méprisait. Maintenant, ils ont le sentiment, en grande partie réel, en grande partie conforme à la réalité, qu'on les craint. Mais si on craint quelqu'un, on ne peut pas le mépriser. Je veux dire, ils inspirent la peur par leur violence. Et une fois qu'on inspire la peur, eh bien, on change le sens du vecteur du mépris. Ce sentiment d'être méprisé, qui donnait lieu à une suragressivité chez un certain nombre de ces jeunes, eh bien, il se transforme en volonté de punir. Et cette volonté de punir, et là, j'emprunte ces mots à titre du livre de Foucault, la volonté de punir ne vient pas de l'État, mais ça vient d'individus qui veulent punir toute une société, au nom d'un État qui leur a imposé, disent-ils, l'indignité, par ses prisons, par ses institutions carcérales, mais aussi par tous ceux qui portent l'uniforme. Alors, les formes nouvelles de djihadisme, et là j'essaie de finir pour qu'il y ait un dialogue entre nous, revêtent une multiplicité qui n'est pas réductible à un sens. J'ai par exemple un certain nombre de chercheurs qui pensent que le djihadisme des jeunes est une révolte. C'est vrai qu'il y a une dimension de révolte, mais ça ne se réduit pas à la révolte. Il y a aussi d'autres phénomènes qui s'ajoutent selon les cas, selon les groupes. Un adolescent ou un post-adolescent ne se comporte pas comme un adulte. Un jeune de banlieue est différent des jeunes de classe moyenne. Une femme a une spécificité par rapport à un homme. Bref, un converti est lié à une subjectivité qui se décline à partir d'un certain nombre d'attitudes qui ne sont pas identiques en tout point à ceux d'un born again. Bref, il y a une diversité des cas. Et s'il y a un seul message que je voudrais vous transmettre, c'est que cette diversité n'est pas réductible à un seul trait commun ou un trait d'union ou un dénominateur commun. Second point, il faut que l'imagination sociale se mette en branle pour trouver des solutions, encore une fois, à partir de la diversité des situations. Ceux qui viennent de la Syrie, par exemple, on peut les catégoriser en 4 ou 5 groupes distincts.
il y a le groupe des endurcis. J'appelle ça, les endurcis sont ceux qui, si vous voulez, sont comme du béton. C'est-à-dire, ils sont convaincus de l'idéologie djihadiste, ils pensent qu'il faut punir la société mécréante au sein de laquelle ils reviennent, c'est-à-dire tuer, faire des actes terroristes, etc. Il y a un groupe, un noyau dur d'endurcis qui existe dans les phénomènes djihadistes et qu'il est très difficile, en quelque sorte, à qui il est très difficile de faire changer d'idée, d'opinion. Il y a les indécis. Bon nombre de ces jeunes qui reviennent, après ce qu'ils ont vécu, ne sont pas sûrs de la légitimité du djihadisme tel qu'ils l'ont vu. Ils peuvent changer d'opinion si il y a des cures de désendoctrinement, des séances de déradicalisation avec des arguments à l'appui, avec un suivi thérapeutique et une forme de mise à l'épreuve, si vous voulez, sur le moyen terme. Le troisième groupe, c'est les repentis. Les repentis sont ceux qui, sans renoncer nécessairement à leur idéologie djihadiste, pensent que la violence physique n'est pas la solution. Et on en a. On a des cas comme ça. Moi-même, j'en ai rencontré en prison. Et ça va au-delà de la simulation, c'est-à-dire une conviction profonde de la nature perverse du djihadisme, du moins tel qu'il a été appliqué, et la nécessité de remettre en cause cette forme d'action sociale et politique. Le quatrième, c'est les traumatisés, c'est-à-dire ceux qui sont déstabilisés par cet univers de guerre. N'oublions pas que la Syrie et l'Irak, actuellement, c'est des zones de combat de haute intensité. L'Afghanistan, il y a une vingtaine d'années, c'était des zones de combat de basse intensité. Il se passait des semaines entières sans qu'il y ait quoi que ce soit. Et quand il y avait la guerre, c'était, si vous voulez, le moment de violence, c'était quand il y avait l'attaque des hélicoptères russes. C'était là qui était le plus meurtrier. Mais sinon, c'était des zones d'un calme relatif. Je veux dire, il n'y avait pas de violence majeure. Or, la situation de la Syrie actuellement, c'est vraiment la violence extrêmement importante, haute intensité, avec des tueries, des massacres, etc. J'espère que le cessez-le-feu va s'appliquer, mais pour le moment, enfin jusqu'à présent, ça a été quand même plusieurs centaines de milliers de morts. Il y a enfin ceux qui pourraient être dans une situation de, dirais-je, renoncement s'il y avait un débat, une discussion avec des personnes compétentes et des autorités, si vous voulez, qui pourraient les aider à s'en sortir. Bref, on est face à une pluralité de catégories. C'est pour cette raison d'ailleurs que je suis contre le fait de les mettre tous ensemble dans une prison et tous dans un coin. Parce que précisément, les indécis vont être influencés par les endurcis. C'est très dangereux. D'ailleurs, on a des cas, des entretiens avec les uns et les autres. Ceux qui sont revenus sur leur parti pris djihadiste, qui disent si j'avais été mis avec des endurcis, si j'avais été mis avec des djihadistes purs et durs, eh ben, je n'aurais pas renoncé. Dans cette situation, si vous voulez, le fait de vivre ensemble dans les mêmes cellules ou sous le même toit ou au même étage entre plusieurs personnes qui sont revenues et qui appartiennent à des catégories différentes peut être catastrophique pour ceux qui hésitent ou les repentis. Donc il y a une diversité de cas irréductible. Vouloir traiter tout cela de manière uniforme à partir de recettes préfabriquées, à mon avis, ne sera pas possible. Il faudra imaginer, inventer de nouvelles formes, de nouvelles procédures, en s'inspirant d'autres sociétés,
mais en même temps en gardant en vue la spécificité de la culture française, où la laïcité, sous sa forme modérée, à mon avis, doit jouer un rôle moteur. Je finis en disant que ce qui s'est passé depuis 2-3 ans va poser de grands problèmes aux sociétés européennes dans la décennie à venir. Et par conséquent, il faudrait que les sociétés européennes, et notamment la France, puisqu'on a plus d'1 millier de jeunes Français qui sont partis, et dont une partie va revenir, une partie est déjà revenue, eh bien, il faudrait que la société prenne conscience de la gravité de la situation et surtout qu'on puisse imaginer ensemble des modes d'approche novateurs pour résoudre en partie ce problème. Parce qu'une partie de ces jeunes qui reviennent peuvent être réintégrés dans le tissu social. Moi, je suis persuadé que tous ne sont pas, si vous voulez, perdus pour la société. Et de toutes les façons, on n'a pas le choix. Parce que c'est des jeunes qui ont entre, encore une fois, 15 et 30 ans. Et même à supposer qu'on les mette en prison pendant une décennie et plus, quand ils sortiront, ils auront entre 20 et 40 ans. Et par conséquent, le problème demeurera entier. On ne peut pas, dans une démocratie, mettre un gendarme derrière chaque individu. Il faudra donc qu'il y ait des tentatives de persuasion sociale fondées sur des formes de déradicalisation. L'expression peut déplaire, on peut changer, désendoctrinement ou de persuasion. Bref, un certain nombre de thérapies qui puissent, en un sens, faire revenir à une réalité plus lucide et plus placide au moins une partie de ces jeunes radicalisés. Merci de votre attention.